Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo à propos de l'ergonomie introduite par ce nouveau XS10, une ergonomie à base de mode PASM, tandis que l'ergonomie habituelle chez Fuji, c'est plutôt ça, c'est-à-dire des molettes absolument partout, une molette ici notamment pour les ISO et une molette ici notamment pour les vitesses d'obturation, tandis que la molette pour changer l'ouverture est généralement sur l'objectif. Mais c'est une ergonomie qui peut plaire à une base de fugistes convaincus qui adorent ça, mais c'est vrai que ça peut être une ergonomie vue comme rebutante si vous venez d'une autre marque. Vous n'avez pas probablement envie de changer une ergonomie que vous utilisez peut-être depuis 25 ans. Voilà, c'est une ergonomie, le mode PASM, qui est hyper standard sur le marché et quelque part, c'est une offre faite de la part de Fuji à ces utilisateurs-là. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Maintenant, on va avoir une molette des modes ici qui n'existait pas sur les autres Fuji. Cette molette des modes, elle incorpore les modes PASM. Mode PASM, ça veut dire que vous allez avoir l'ouverture sur une molette, généralement la molette avant, et vous allez avoir les vitesses sur une autre molette, généralement la molette arrière. Donc on a deux molettes pour contrôler ça ici. Alors certains me disent, bah oui, mais l'ouverture elle est sur l'objectif. Sachez que si vous pouvez toujours utiliser la molette ici sur l'objectif, ça va choisir l'ouverture, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette molette-là. Vous pouvez maintenant vous mettre sur A et automatiquement, avec la molette avant, vous allez pouvoir changer l'ouverture et ignorer complètement cette molette-là que certains n'aiment peut-être pas. Donc c'est vraiment l'offre faite par Fuji ici et ça change quand même pas mal la manière d'utiliser les Fuji, puisque avant on était sans arrêt en train d'utiliser des molettes. Ici, sur cet objectif-là, on va passer un peu plus de temps dans les menus et un peu moins de temps à trifouiller des molettes qui n'existent pas dans les autres appareils photo. Alors concrètement, sur cette molette ici, on a les modes PASM, on a deux modes auto. Donc on a un mode auto qui est vraiment full auto, qui est hyper intelligent, qui est probablement un des meilleurs sur le marché. Fuji l'a beaucoup travaillé et l'a beaucoup amélioré pour ce XS10 et il va vous permettre par exemple de choisir automatiquement une simulation de film. Bref, il va paramétrer énormément et très finement le boîtier en fonction de ce qu'il détecte et ça marche très très bien. Et si vous voulez prendre le contrôle un peu du mode auto, vous avez le mode SP qui va vous permettre dans le menu de choisir la scène que vous avez détectée de façon à être sûr qu'il utilise les bons réglages. Bref, c'est vraiment ce qui se fait mieux en termes de mode automatique et clairement là c'est quelque chose que n'a pas le XT3 ou que n'a pas le XT4. Donc si vous voulez le mode auto chez Fuji, c'est vraiment le boîtier qu'il vous faut. Ensuite, et malheureusement j'ai envie de dire, vous allez avoir une position vidéo que je ne comprends pas pourquoi elle est là. En fait, c'est très important, c'est un choix très important de la part de chez Fuji et un choix que je trouve un peu dommageable dans le sens où le fait qu'on fasse de la photo ou le fait qu'on fasse de la vidéo n'a absolument rien à voir avec les autres modes. Mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire que moi, je voudrais pouvoir décider que si je suis en vidéo, je peux choisir le mode PASM ou le mode auto. Ça changerait en fait. Lui, il doit l'appliquer ça à la photo ou à la vidéo. Ici, le problème, c'est que cette molette des modes low va s'appliquer principalement aux photos. Et uniquement aux photos, parce que le problème, c'est que lorsque vous êtes en vidéo, vous n'avez pas deux molettes. Ici, impossible, lorsque je suis en vidéo, de choisir le mode PASM. Impossible. Donc, je suis obligé, quelque part, d'aller trifouiller dans les menus et je vais retrouver ici le mode de prise de vue. C'est là que je vais devoir choisir mon mode PASM, ce qui est franchement un peu dommage, je trouve. Et je ne comprends pas trop pourquoi Fuji a fait ça. C'était vraiment l'occasion d'avoir exactement comme on a sur les micro 4 tiers, la possibilité de contrôler le boîtier aussi bien en photo qu'en vidéo. Ici, toutes ces molettes-là, en définitive, elles sont surtout dédiées à la photo et pas trop à la vidéo. Et malheureusement, une des nouveautés de ce boîtier-là, c'est les modes personnalisables C1, C2, C3, C4, qui permettent d'être hyper réactifs sur le terrain en enregistrant une configuration précise de votre appareil photo et pouvoir restaurer rapidement cette configuration-là. Ces boutons-là, c'est la même chose. Ils vont être utilisables uniquement sur la partie photo. C'est vraiment hyper dommage, je trouve. Typiquement, on pourrait décider ici d'avoir un mode de ralenti en 4K, ici d'avoir un mode de ralenti en 1080p et pouvoir changer ça de manière hyper rapide sur le terrain. Ça ne sera pas possible. Ces modes C1, C2, C3, C4, c'est de la photo seulement. Et du coup, ici, on va trouver un bouton qui est maintenant devenu un double bouton. Donc c'est le bouton poubelle lorsque vous êtes dans le menu lecture et c'est devenu le bouton mode ici qui va vous permettre de choisir le type de déclenchement. Quand je clique dessus, automatiquement j'ai un menu qui apparaît et je vais pouvoir choisir le type de rafale que je veux, si je veux faire un bracketing, si je veux faire du HDR, si je veux faire du panorama ou de la multi-exposition. Donc en fait tous les modes dont on a l'habitude chez les autres Fuji sont incorporés dans ce boîtier là. Juste l'ergonomie est un tout petit peu différente puisqu'on a un peu moins de molettes et on va un peu plus dans les menus. Allez, petit focus sur les petits nouveaux. Donc on a les modes C1, C2, C3, C4. Donc ça, c'est des modes qui vont vous permettre de restaurer une configuration rapidement. C'est des modes que vous allez pouvoir configurer via le menu IQ
et on va devoir aller dans modifier, enregistrer les réglages perso. Et donc on peut voir ici que je suis sur le mode C1. Et en fait, on va avoir la possibilité rapidement de faire un enregistrement de toute la configuration de votre boîtier et hop, de l'enregistrer. Donc ici, quand je fais enregistrer les réglages actuels, vous voyez, je peux l'attribuer ça au bouton C1, C2, C3, C4, c'est vraiment hyper rapide. J'ai la possibilité de lui dire, lorsque je change par exemple un réglage et que j'ai le mode C1 activé, est-ce qu'automatiquement je veux mettre à jour la configuration. Bref, c'est vraiment tout est pensé et surtout, regardez ici, quand je veux modifier ou vérifier les réglages, waouh, j'ai tout le menu du boîtier quasiment qui est accessible et je peux jouer avec énormément de choses que je vais pouvoir ensuite restaurer grâce à ce mode de menu là. Et ça inclut le mode de prise de vue, l'ouverture, la compensation d'exposition, la vitesse d'obturation et le mode de déclenchement dans lequel j'étais. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super bien, mais c'est orienté photo uniquement et ça c'est vraiment un gros grief, un choix qui est vraiment bizarre de la part de chez Fuji. Autre chose qui a changé, c'est la molette ici, molette qui n'a pas d'inscription. Sur cette molette là, Fuji a décidé de consacrer cette molette-là à la simulation de film. La simulation de film, c'est l'ADN de chez Fuji, puisque c'est ce qui fait les couleurs de votre photo. Et chez Fuji, on a différentes simulations de film pour personnaliser l'apparence de vos photos, des simulations de films qui sont devenues très célèbres. Et ici, clairement, on a un boîtier qui est hyper ludique, parce que grâce à cette molette-là, vous allez pouvoir faire tourner la molette et prévisualiser votre photo avec les différentes simulations de films. Donc évidemment, on a la force de l'hybride. Et ici, je prévisualise quel va être le rendu avec la simulation de film en question. Je trouve que c'est la meilleure interface que Fuji ait jamais faite à ce niveau-là. C'est vraiment très très sympa à manipuler. Alors ici, je suis au mode C1 que j'ai décidé de lier avec le format carré. Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, hein. Je repasse en format A, par exemple, je vais avoir un affichage standard. J'ai changé mon format pour le format C1 et automatiquement, je vois la vie en carré, tout comme je pourrais voir la vie en carré et en noir et blanc. Donc c'est vraiment une idée sympa et j'ai bien aimé jouer avec cette molette-là. Sachez que cette molette-là, exactement comme les autres boutons, elle est personnalisable, hein. Donc vous allez pouvoir la sélectionner et mettre une autre fonction, si vous voulez une autre fonction, mais de base, c'est le mode simulation de film qui est attribué dessus. En termes de boutons, on va avoir ici le fait de pouvoir avoir un flash. Et oui, on a un flash pop-up dans ce boîtier-là. On se demande même comment ils ont réussi à le placer. Mais il est là. On a le menu Q qui est maintenant ici. Alors, on va pas se mentir, hein. On est sur un boîtier qu'on va utiliser assez peu finalement avec le pouce. Le pouce ne fait pas grand-chose. Et par contre, ici, donc le bouton qui est ici, le doigt qui est ici a beaucoup de travail puisque on a ici quand même une grosse densité de boutons. Et donc, on a le menu qui avant était appelé grâce au pouce, qui est maintenant appelé directement ici. C'est un peu moins pratique à mon goût. Mais on a le même menu dont on a l'habitude chez Fuji, hein, donc on retrouve quand même nos habitudes. Et on a un bouton ISO. Donc, vous voyez, on a jusqu'à maintenant l'ouverture, la vitesse d'obturation ici. Et c'est complété par le triangle d'exposition avec les ISO ici. Et je clique sur les ISO. Et j'ai le menu dont j'ai l'habitude qui me permet de sélectionner des ISO. Donc vraiment, on a un bouton pour à peu près tout. Et justement, on a un nouveau bouton ici qui est le bouton d'enregistrement des vidéos. Et à quoi il sert ce bouton-là et pourquoi c'était un super ajout? En fait, avant, sur un Fuji, clairement, par exemple sur ce X-T4, si je veux, sur le vif, alors que je suis en train de prendre des photos, je veux capturer une vidéo, c'est compliqué. Dans le sens où je dois d'abord venir changer de monde, me mettre en mode vidéo, et ensuite lancer l'enregistrement de la vidéo. Et ici, ce n'est pas le cas. Ici, je peux à tout moment appuyer sur ce bouton-là et l'enregistrement d'une vidéo va démarrer. Et ça, c'est plutôt un bon usage. En plus de tout ça, on retrouve le bouton AEL, le bouton iPhone. Les deux sont personnalisables. Moi, franchement, j'ai pas manqué de boutons, hein, particulièrement sur ce boîtier-là. Tout y est. Et quand on dit que tout y est, vous avez même un USB-C qui va vous permettre de charger la batterie, compatible avec une power bank. On a aussi un port micro HDMI. Et en haut, ici, on a un port micro. Donc, pour moi, tout y est, hein. Vraiment, il n'y a rien qui manque. Certains argueront qu'il manque un port casque, mais je pense que sur ce genre de boîtier-là, ce n'est pas la priorité. Sachez qu'on a un adaptateur USB-C qui permet d'utiliser l'USB-C en port casque. Donc, ceux qui veulent vraiment utiliser ça peuvent, mais ils vont devoir choisir entre recharger la batterie et utiliser le port casque. En dessous, on va retrouver la batterie. Donc, à côté de la batterie, on a la carte SD. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le plus pratique, hein. C'est toujours un peu difficile d'y accéder, mais enfin, on s'habitue assez bien. Et franchement, au final, ça ne fait pas une grande différence. C'est vraiment un détail d'ergonomie. Sur l'autre côté, comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de porte qu'on pourrait déloger, hein. On aurait aimé, évidemment, avoir la carte SD plutôt sur ici, un emplacement qui aurait été ici. Mais ce n'est pas le cas. Bon, qu'est-ce qui me manque sur ce XS10? Un truc qui m'a étonné, que je n'avais pas capté avant de l'avoir en main, c'était
que la molette arrière n'est pas cliquable. Et sur tous les Fuji dont j'avais l'habitude, la molette arrière, elle est toujours cliquable. Je clique dessus et la molette arrière est un bouton. Et ce bouton-là, il est utilisé pour faire plein de choses. Il est utilisé, par exemple, pour zoomer dans une photo, généralement, la fameuse vérification AF. Il est utilisé pour formater la carte. Et oui, pour formater la carte, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. J'appuie 3 secondes sur la poubelle, clique sur la molette arrière, je formate. Bah, ici, il n'y a pas de raccourci pour formater la carte. Donc c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre. Et ne plus avoir de molette arrière, bah, ça va compliquer, par exemple, différentes opérations, puisque les rôles vont être un tout petit peu réattribués. Et ici, le joystick qui est ici, avant, il était 100% dédié à la position du collimateur. Maintenant, il a une double fonction de zoom d'un côté et de position du collimateur de l'autre. Si je clique dessus, automatiquement, je zoome. Et je clique souvent dessus sans faire exprès, et c'est assez pénible de se retrouver dans ce zoom-là. Donc vous pouvez virer le zoom attribué au joystick. Le problème, c'est que vous ne savez plus trop où le mettre. Bref, en fait, ça complique un peu l'ergonomie. Donc ici, vous voyez, quand je veux revenir au centre, avant, je cliquais sur le joystick. Maintenant, ça ne marche plus. Et à la place de cliquer sur le joystick, j'appuie ici sur Disback. Donc, il faut que mon pouce change de position. Et automatiquement, avec le back, ça revient au centre. Bon, voilà, je trouve que l'ergonomie est un peu moins efficace. Et on voit que quelque part, le fait de ne plus avoir cette molette arrière qui est cliquable a quand même des répercussions. Et je terminerai en mentionnant que le bouton qui est ici avant s'appelait le bouton View Mode et que ce bouton-là permet justement d'articuler l'écran et le viseur. Donc c'est toujours possible. Mais maintenant, ce bouton-là est un bouton programmable que vous allez retrouver dans le menu et sur lequel vous allez pouvoir mettre la fonction que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi parce que finalement, on a un petit boîtier, mais on ne manque pas de boutons, hein. Il a vraiment tout d'un grand, je trouve, ce boîtier. Et quand je dis tout d'un grand, c'est, regardez, franchement, il est hyper sexy. Il est hyper petit, mais quand même, on l'a super bien en main. Et oui, il a tout d'un grand. Il a notamment tout, probablement, du XH1 parce que c'est un boîtier qui est beaucoup plus petit, comme vous pouvez voir, que par rapport au XH1. Mais il a quasiment le même grip que le XH1. Et il a surtout une richesse de fonctions et des performances qui sont bien meilleures que celles du XH1. Donc c'est une belle offre, hein, que nous fait ici Fuji. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle ergonomie en bas? Est-ce que pour vous, il y a des surprises? Est-ce que c'était du connu? C'est exactement ce à quoi vous vous attendiez? Moi, je suis en train de perdre ma voix. Je vais aller boire un coup. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut. N'oubliez pas le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!